Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la taverne du gamer. Je suis Sid avec ma petite voix de canard enrhumé. Ah, je croyais que c'était Donald. Comment ça va, Kira? Que t'as passé une bonne semaine? Salut Sid, bah écoute, moi je passe une très très bonne semaine, mieux que toi, parce que maintenant c'est à ton tour d'être malade. Ouais, chacun son tour. Donc ouais, très bonne semaine, énormément de choses perso qui se passent, donc c'est plutôt cool. J'ai reçu Silent Hill F, donc j'ai pu commencer à mettre les mains dessus, je l'ai depuis hier, donc on enregistre le jeudi. J'ai dû jouer à peu près 2 heures, 2 heures et demie, donc j'ai pas joué non plus énormément, mais pour l'instant c'est un début très prometteur. Cette semaine, j'ai commencé la série Dexter Résurrection, tu sais, la nouvelle série Dexter qui suit New Blood, qui était pas terrible. Ouais. Bah, c'est très très cool, j'ai fait 4 épisodes et franchement, vraiment agréablement surpris, j'ai hâte de voir la suite. Je continue Hades, c'est ma petite pause, pas de chill, mais ma petite pause déj sur Hades, Histoire 2 et tout. C'est vraiment très très agréable de le faire et je m'éclate beaucoup. Je pense que c'est toi qui vas tester Hades 2 quand il sera dispo sur PlayStation. Yes. À moins que tu le fais sur Switch peut-être. Ouais, je vais le faire sur Switch. Mais ouais, j'ai prévu de le tester. Ouais. Bon, on va peut-être se caler un combo Hades 2 alors. Avec plaisir. On va voir. Et je suis sur la saison 3 de la série télé Harley Quinn. Donc j'en ai pas parlé, mais quand j'étais malade, en fait, j'ai binge-watché les 2 premières saisons d'Harley Quinn. Et là, je suis sur la saison 3 et c'est génial. C'est vraiment cool. C'est sur HBO Max, je vous la recommande. C'est un super perso, ça éclate les codes du super-héros, c'est complètement loufoque, débile, perché, vulgaire, tout ce que tu veux. C'est super bien animé et ça casse le mythe de Batman, mais ça le fait bien. Et ça, c'est très agréable. Donc c'est une petite recommandation de début d'épisode. Et toi, t'as fait quoi de beau à part te transformer en canard cette semaine? Eh ben écoute, j'ai pas mal dormi, enfin j'ai essayé de dormir parce que j'étais assez enrhumé. Mais j'ai quand même joué, je me suis remis dans Gran Turismo et ça tombe très bien, les planètes se sont alignées. Donc je fais la chronique du 7 aujourd'hui, il y a eu des actus Gran Turismo, donc vraiment le gros coup de bol, hasard du calendrier. Ça tombe bien. Ouais, vraiment. Je continue toujours dans le train entre mes voyages quand je vais à Paris, Fantasy Life, il y a tant à dire, c'est un super jeu, je m'amuse beaucoup dessus. Et 2 projets, aussi un perso, donc je déménage. Donc voilà, la semaine prochaine, je serai normalement dans ma nouvelle maison. Et un projet en rapport avec le jeu vidéo qui me prend beaucoup de temps. Dans ton château, tu veux dire? Dans mon château, c'est vrai, dans mon humble demeure. Et donc je disais, oui, un projet en rapport avec le jeu vidéo que je vous teaserai petit à petit, avec le temps. C'est un projet qui sera un petit peu long. Simonie. Voilà, exactement. On va s'en délecter en fil rouge de temps en temps. Je vous donnerai des petites infos, mais ça va être très cool. Et d'ailleurs, il y a pas mal de projets à la taverne quand même. Ouais, on bosse. Et au-delà de tout ça, on fait toujours des émissions. Donc si tu peux nous donner le sommaire, Kira, assez simple comme sommaire. Alors oui, le sommaire va être assez simple. On va débriefer le State of Play qui a débarqué comme ça à l'improviste. J'avais écrit des news en plus, donc t'imagines, du coup on va voir, peut-être que je les utiliserai la semaine prochaine, je sais pas, ou elles vont peut-être tomber dans les couloirs du temps. Ensuite, c'est le test de Gran Turismo, donc un de tes jeux phares de la PlayStation 5. Ouais. Et moi, derrière, ça sera une de mes séries, un coup de cœur que j'ai eu cette année, que je voulais faire plus tôt. Mais je me suis dit, là, c'est l'occasion, j'ai envie d'en parler, parce que je suis de bonne humeur. Ça s'appelle What We Do in the Shadow. Très beau programme. Et comment peut-on soutenir la taverne du gamer? On ne prend pas encore les chèques ni les CB, mais c'est possible de nous soutenir. Mais on prend PayPal. Alors, donc pour donc si vous voulez nous soutenir, bien sûr, n'hésitez pas à partager les épisodes, ça c'est la base, et à parler de nous autour de vous, mettre 5 étoiles sur les applications de podcast, des petits commentaires sur Apple Podcast et bien sûr Spotify. On est content de vous lire. Alors j'ai vu dernièrement les commentaires Spotify, après c'est un peu bizarre, c'est par épisode, donc ça prend du temps, mais je suis tous en train de vous lire en ce moment, donc merci en tout cas, c'est adorable. Le site web, bien sûr, pour le formulaire, donc surtout n'hésitez pas, on y répond bien volontiers, puis on vous cite dans l'épisode quand on n'est pas trop gourmand sur le temps, en tout cas. Et puis là, on va attaquer les hostilités. Générique. Et donc oui, hier, State of Play, 23h. Donc hier, vous savez que maintenant on enregistre le jeudi, donc c'était hier, le mercredi 24 à 23h. Un State of Play de 35 minutes. J'aime bien ce timing, je trouve que c'est le bon timing. Ça suffit parce que les 1 heure de Nintendo, c'était un peu long. Là, 35 minutes, c'est vraiment mieux pour le coup. Ouais, carrément, je suis assez d'accord.
où on a eu en plus 20 annonces en 35 minutes. Pareil, c'est un équilibre que je trouve plutôt bon, où on a Sony donc, qui prend la parole évidemment au travers de ses PS Studios. Donc il y en a eu 2, un en ouverture, un en fermeture. On en parlera certainement après. Et pendant la conf, distiller des petites annonces assez variées d'éditeurs tiers, de hardware aussi un petit peu. On sait que Sony, dans leur stratégie, sont très attachés au matériel et au hardware et à l'écosystème un petit peu PlayStation. Et c'est une conférence qui était en marge du Tokyo Game Show. C'est important de le signaler parce que la conférence a quand même une connotation très japonaise et c'est normal. À 2 titres, PlayStation est une entreprise japonaise quand même. Et en plus, c'est le Japon qui est à l'honneur au travers du Tokyo Game Show. Donc, est-ce que tu peux nous dire, avant qu'on commence notre top habituel, qu'est-ce que tu as pensé, toi, de façon globale de la conférence? Alors, c'était une bonne conférence, sans révolutionner le genre, on va dire, c'est dans la moyenne haute des conférences actuelles. C'est mieux que les dernières conférences de Sony qui étaient franchement pas ouf et décevantes. Donc ça, c'est quand même un très gros plus. Ça manquait pour moi de jeux PlayStation Studio. Ça, on en reparlera un petit peu tout à l'heure, mais c'est vrai qu'un jeu de niche en intro et une bande-annonce où il n'y a pas d'image de gameplay pour finir, je trouve ça un peu chiche. Par contre, là où je suis très content, c'est qu'il y en avait pour tous les goûts. Il y avait des styles très différents et au final, j'ai pas vu le temps passer. Ouais, c'est vrai que les 35 minutes sont passées vite. Donc moi, évidemment, après, l'appréciation des conférences est conditionnée par le goût personnel de chacun, donc c'est assez subjectif. Néanmoins, pour moi, une bonne conférence, c'est déjà une conférence assez rythmée. Donc là, on le disait, 35 minutes, 20 annonces. Je pense qu'on est sur un bon timing, pas trop long, pas trop court. Comme toi, j'ai trouvé le Nintendo Direct la dernière fois un peu trop long, donc là, c'est bien. J'apprécie quand il y a des prises de parole des développeurs, et il y en a enfin, en plus avec un style un peu plus posé, en plus un peu plus souriant, pas mal d'interventions, des trucs un peu humains et tout, où il y a même un gars qui est venu avec un masque et tout ça, j'avais bien aimé. Pas mal de nouvelles IP, donc pareil pour moi, quand il y a une bonne conférence, c'est une conférence qui porte aussi des nouvelles licences, et là c'est le cas. Un bon opening, un bon One More Thing, là aussi je m'y suis retrouvé. Des petites surprises, on y reviendra. Et enfin, c'est un argument que tu avais utilisé, c'est de la diversité. Donc pour moi, cette conférence, elle a coché toutes ces cases. Et en ça, je trouve aussi que c'était une bonne conférence, au-dessus aussi des autres State of Play. Et après, pour les goûts et les couleurs de chacun, là, c'était une conférence très typée japonaise, donc forcément, moi, c'était ma cam. Il n'y a que Battlefield auquel je jouerai certainement pas. Mais en tout cas, ouais, je suis satisfait de cette conférence et ça entame bien le Tokyo Game Show et je les ai trouvés assez en forme, Sony, sur ce coup-là. Moi, ce qui m'a gêné, du coup, c'est le manque de jeux propriétaires. C'est vrai que 2 jeux, c'est cool, de l'inédit, pourquoi pas. Après, on sait que Sony a des cartouches, mais il serait peut-être bien qu'ils les utilisent un jour. On arrive en fin de génération, a priori, et c'est vrai que se garder autant de choses sous le coude, c'est peut-être dommage. Peut-être un 3e jeu aurait été bien en milieu de conférence, je sais pas. Mais en l'état, voilà, en fait, c'est disons que le PlayStation Studio en lui-même ne me fait plus rêver. Et ça, c'est dommage parce que je vais pas les comparer. Mais en termes de débit, on s'en rapproche quand même. Ouais, après, moi je pense que les PS Studio, c'est surtout des jeux vitrines qui n'ont pas l'intérêt d'être abondants. Je pense que la stratégie de Sony, elle est bonne en soi. C'est pas de s'étendre, de racheter tout un tas de studios et de produire plein de jeux. C'est plutôt la console PlayStation qui doit s'installer dans les salons de tout à chacun et de capter au contraire les jeux de tous les éditeurs, etc. Sony a toujours été une marque d'ailleurs assez éditeur tiers quand on y réfléchit. Et les jeux Sony, c'est vrai qu'ils sont plus rares, ils sont moins nombreux, mais ce sont des jeux souvent vitrines qui servent à l'image de marque de l'entreprise. Et en ça, 2-3 jeux dans l'année, quand on sait que les joueurs en moyenne n'achètent pas plus de 2 jeux et demi, finalement je trouve que c'est pas déconnant, c'est rationnel et moi c'est pas un point, si tu veux, qui m'a particulièrement marqué, surtout que la partie exclusivité, j'ai jamais été très très fan de ce concept, donc voilà. En plus moi les 2 exclus, je les ai bien aimés. Je peux te proposer d'ailleurs de passer. Elles seront certainement dans nos tops. Je sais pas, en tout cas, je suis sûr d'en voir une dans ton top, Kira. Donc, je te laisse la primeur de commencer ton top 3. Alors, mon top 3. Je vais commencer par un jeu éditeur tiers. C'est Halloween The Game. Je m'en doutais. Voilà, donc du studio Ilphonic.
Ambiance ultra fidèle au film, hein, avec un Michael petite Myers qui musique et rôde, tout. voilà, dans les rues d'Adolfville, la musique au synthé. Le trailer montre des séquences de survie en, tu vois, asymétrique. Donc il y aura un gameplay solo et multijoueur, bien sûr. Un jouera le tueur, les autres joueront le Michael Myers. Mais là où j'ai vraiment aimé ce que j'ai vu, parce que ça t'a fait aussi, je pense, penser à un jeu, c'est vraiment un skin de Vendredi 13 avec le personnage d'Halloween, parce que c'est le même studio de toute manière. Ça sort le 8 septembre 2026, donc dans longtemps. Et quand je vois le nombre d'heures qu'on a passé sur Vendredi 13 et comment on a rigolé sur Vendredi 13, génial. Je me dis que sur le Halloween, on a moyen vraiment de s'éclater. Donc déjà, mon petit cœur de fan est conquis. Je le savais qu'il serait dans ton top 3. Je pense avoir même le 2 et le 1, si tu veux. Peut-être. Je me la raconte un petit peu. Moi, mon top 3... en fait, je me rends compte, mais c'est un jeu Sony PS Studio, mais là c'est plutôt une mise à jour d'un jeu. Donc c'est Gran Turismo 7 justement. Donc on a Kazunori Yamoshi, le big boss, qui est venu parler de son jeu. Donc une mise à jour gratuite et majeure. Donc Gran Turismo 7 Spec 3. Qui va rajouter tout un tas de choses, nouveaux circuits, nouvelles voitures, nouveaux modes de jeu, nouveaux défis, nouvelles fonctionnalités. Et c'était l'occasion pour lui de rappeler que la licence a fait 100 millions de ventes en 30 ans depuis sa création, donc c'est énorme. Et on l'oublie aussi souvent, Kira, mais c'est la licence propriétaire du coup Sony la plus vendue de tous les temps, devant les God of War ou Co. Après, il y a plus de jeux évidemment, mais tout de même, il faut le dire, c'est une licence, une saga historique pour le jeu vidéo et emblématique pour PlayStation. Et quand on parlait un petit peu de vitrine tout à l'heure, je pense qu'on est complètement dans cet exercice. Gran Turismo représente une part de l'histoire et de la marque. Je sais pas ce que t'en penses, t'es moins fan de voitures totalement. Que moi, mais c'est voilà, l'ADN. Je suis pas du tout fan de simulation, mais moi quand je pense à PlayStation 1, je pense à Gran Turismo en fait. C'est pour moi le jeu, un des premiers jeux PS1 qui m'a mis une claque. Même si mon premier jeu PS1 vraiment ever, c'est Metal Gear Solid, il y a eu un peu la même, la même chose. J'ai ressenti la même chose avec GT1 en fait. Ouais. C'est à ce moment-là qu'en plus la première manette avec les sticks analogiques sont arrivés et tout. Vraiment, j'ai eu cette sensation de conduire une vraie voiture. Et c'est vrai que même si je ne joue plus à Gran Turismo depuis GT3, je crois, donc moi ça fait longtemps. C'est vrai que quand je pense à Gran Turismo, ça me fait encore rêver. Ouais, c'est vraiment emblématique. C'est ça, je pense que c'est le bon mot qui colle à la peau de cette licence. Et ton top 2, est-ce que je peux essayer de le deviner, Kira ? Vas-y. Je pense que c'est un jeu d'un studio que tu aimes beaucoup. Oui. Oui et non. Non, parce que c'est un studio... Alors, j'ai adoré ce qu'ils ont fait, mais je crois que le studio n'existe plus. C'est un autre studio qui a fait ça. Ok, bon, je suis peut-être pas sur le bon, mais en tout cas, moi, j'aurais cité, je pensais qu'il était dans ton top, Zero Paradise, qui est des gars de Disco Elysium. C'est Zero Paradise, en fait, c'est ça. C'est bien ça. En fait, il est des gars qui ont fait Disco Elysium, mais c'est pas le même studio, en fait. Une partie du studio a été fermée, il y a eu un problème de droit. C'est pour ça qu'il n'y a plus le nom Disco Elysium. Enfin, il y a une histoire un peu sordide en plus derrière. Donc c'est une partie des créateurs et on le ressent complètement dans l'ADN du truc. On voit une ville rongée par la paranoïa, on va retrouver des dialogues profonds, une ambiance de guerre froide. On voit un système d'interrogatoire à un moment qui a l'air vraiment stylé, qui ressemble beaucoup à Disco Elysium. Et c'est du pur RPG narratif avec des choix moraux et des vrais choix ont une vraie incidence sur la suite du jeu. Et c'est vrai que moi, Disco Elysium, c'est un jeu que j'ai adoré, qui m'a pas mal fait gamberger, parce que c'est très malsain. Et quand je suis tombé dessus, forcément, je me suis retrouvé... je suis conquis, quoi. Donc oui, t'as bien tapé. Je m'en doutais un petit peu, et la direction artistique, je pense, qui est à mettre à l'honneur. Enfin, c'est un style... C'est ce qui me parle en premier, moi, c'est ça, c'est la direction. Enfin, je sais pas, je le décrirais peut-être mal, mais crayonné, un peu cel shading. En tout cas, tu vois direct... Enfin, j'ai vu le jeu, je savais que c'était ces gars-là. Et je trouve que c'est la marque, finalement, une marque de fabrique. Et quand un studio arrive à porter sa direction artistique comme une marque de fabrique, on pense à Hades. Quand tu vois Hades ou Hades 2, tu sais que c'est eux. Là, c'est un peu le cas avec ce studio. Et c'est vrai que ça fait envie. Donc, je le ferai pas, mais j'ai direct pensé à toi parce que je sais ton attachement pour Disco Elysium. Donc, c'est du jeu de rôle papier, mais en jeu vidéo. Et ça, on adore tous les deux ça. Oui, puis en plus, ça fait du bien de voir une sensibilité différente des Ricains ou des Japonais. Et ça, c'est typiquement le genre de jeu d'Europe de l'Est qu'on retrouve nulle part ailleurs. Et vraiment, quand j'ai vu ça, je me suis trouvé direct tapé, en fait. Donc oui, ça fait partie de mes tests de l'année prochaine.
Disons-le, c'est un des seuls qui n'a pas eu de date, parce que pour le coup, là aussi, Ouais, la 2026, conférence, ils ont écrit. la conférence, je trouve qu'elle était beaucoup de dates, c'est très bien, ça on aime, hein. Quand il n'y a pas de date, c'est plutôt un point faible d'habitude, sauf celle-ci, on n'a pas trop de dates. Mais par contre, ce qui est bien, c'est que ce jeu était positionné en numéro 2 dans la conférence, juste après Oui. le jeu d'ouverture qui est dans mon top. Mais tu vois, je trouve que c'est une belle mise en avant pour un jeu qui là aussi est assez... c'est quand même très niche, ça c'est encore plus niche que tout le reste. Et, C'est niche de ouf, hein, parce qu'encore une fois, il n'y a pas de combat, ça se fait avec des jets de dés, enfin vraiment, oui, on oui. est sur un mix entre le jeu de rôle, le jeu de plateau et le jeu vidéo. Il y a un côté point and click à l'ancienne aussi, enfin c'est vraiment de la niche de chez Mon niche. top 2, c'est ton top 1, je pense, parce qu'on aime tous les deux beaucoup les X-Men, on aime tous les deux beaucoup Oui. Wolverine. Donc je te Mon laisserai perso plus Marvel préféré. Tout à fait. Voilà. En plus, j'étais content de le voir dans son costume jaune parce que je sais que tu y es très Moi aussi. attaché aussi. Ouais, voilà, tu vois. J'aime bien sa tête, donc je trouve ça plutôt cool. Bon, dans le début, et puis, enfin, moi, Insomniac Games, le studio, je leur fais une confiance aveugle. Enfin, je sais que les gars, ils sont passionnés, ils font un très bon taf. Au début de la cinématique, par contre, il disait que c'était un mix de gameplay et de cinématique en jeu. Donc, a priori, il y aurait quand Alors, même. j'ai pas eu l'impression, je t'avoue, peut-être des QTE éventuellement, mais j'ai pas l'impression que ça soit du gameplay en fait. C'est trop clean et trop, tu vois ce que je veux dire, dans l'animation pour être du gameplay pur et dur. Après, c'est peut-être des scènes de QTE qu'ils ont viré le QTE pour donner du gameplay, tu vois. Et puis comme t'avais pas de hub, t'avais pas la barre de vie, ce genre de choses, ça peut donner. Mais tu sais, quand ils glissent sur les toits ou quand ils jettent sur les ennemis, c'est vrai que ça fait un peu gameplay, mais bon. Voilà, toute proportion gardée. Ça m'a beaucoup fait penser à Uncharted, qui a beaucoup de scènes comme ça. C'est des scènes que tu joues pas forcément, mais qui sont spectaculaires, parce que c'est fait avec le moteur graphique du 2, quoi. Et ce que j'ai aimé, après je te laisse la parole sur le jeu, c'est qu'on ressent, c'est triste, hein, mais vraiment la rage du personnage, et Wolverine, c'est la rage. Et en ça, je trouve que c'est ce qui est très réussi dans ce trailer. Ça donne envie, on l'attendait beaucoup, ils l'ont annoncé trop tôt PlayStation, ça a été une erreur pour moi de leur part, là ils rattrapent un petit peu c'est clair. Il rattrape un peu le truc et je suis conquis par ce que j'ai vu. J'ai pas vraiment de réserve sur ce jeu qui fait très envie. Oui, je vais reprendre ce que tu disais. Le jeu, ce que j'en ai vu m'a plu beaucoup. Il n'y a pas l'air d'avoir un monde ouvert ou peut-être des zones ouvertes, et ça c'est bien parce que j'avais peur qu'on se retrouve avec un skin de Spider-Man, de Wolverine sur Spider-Man, et moi c'est pas ce que j'ai envie. Il y a un côté très Uncharted où ça pète dans tous les sens, où ça va être action, et surtout il y a un côté violent, quoi. On ressent vraiment le côté colère, agressif, colère de Wolverine. Il y a des gerbes de sang et tout, et je t'avoue que j'attendais pas vraiment ça. Je m'attendais à quelque chose de peut-être un peu plus aseptisé. C'est vrai. Donc j'attends de voir. On a vu Mystique aussi, pareil. On a vu une Sentinelle. Donc moi, forcément, fan des X-Men, fan de Wolverine, ça touche mon cœur direct. Ils ont aussi montré l'acteur qui va jouer Wolverine. Donc c'est Ian McLeanitre, je crois que ça se dit comme ça. C'est l'acteur qui fait... c'est le deuxième Spartacus de la série télé Spartacus, en fait. Ok. C'est un acteur qui joue plutôt bien, et quand on voit les scènes de performance capture, on voit qu'il a vraiment la gueule de l'emploi. Moi j'aime bien sa tête en tout cas. Ouais, c'est clair, il a une bonne tête, il a l'air très agressif dans le rôle de Wolverine, et c'est ce que je recherche en tout cas. Donc oui, non, j'ai été vraiment très très conquis. J'espère qu'ils vont sortir des goodies en série Wolverine pour aller avec. En tout cas, voilà, même s'il y a un collector, je pense que je me laisserai tenter. Donc oui, je suis hyper emballé en tout cas. C'est un scénario original, ils suivent pas de bande dessinée, donc ça c'est cool aussi parce que moi j'imagine le Spider-Man universe de Sony et le Wolverine universe peut-être dans le même univers, donc c'est cool, s'ils font des choses un peu différentes. Donc voilà, en tout cas, ce que j'ai vu m'a beaucoup plu. J'attends juste de voir du vrai gameplay pour le coup. Bien sûr. Et il laisse une petite marge en plus de... Voilà, ils n'ont pas trop dévoilé de choses, on sait très peu de choses de l'intrigue et ça c'est plutôt cool. Donc, ça c'est bien, ouais. Il reste du mystère, il y aura certainement des state of play dédiés, on connaît la stratégie un petit peu de PlayStation maintenant. Et moi mon top 1, donc c'est un top 1 qui forcément est un top 50 sur ta liste, mais c'est Saros, oui, enfin j'adore Housemarque, j'adore ce que fait Studio. Je considère que Returnal est une des meilleures nouvelles licences, parce qu'il y a plein d'excellents, très grands jeux sur cette génération de consoles, mais en nouvelle licence qui émerge, Returnal est très très haut dans mon top. J'adore ce jeu, il faut que je le fasse d'ailleurs en chronique. Et là, on est sur un Returnal-like, donc c'est vraiment dans la même veine, où c'est du jeu d'action, de tir, hyper exigeant, avec un dash. Exactement, c'est du roguelike. Là, il y a l'air d'avoir quelques subtilités parce que ton personnage peut renaître instantanément quand il meurt, donc ça c'est un petit peu différent. Il y a un bouclier aussi,
Et surtout la direction artistique, je trouve qu'ils ont un truc. Ils arrivent vraiment à faire des directions artistiques très très tranchées, très remarquables. J'ai trouvé ça très très beau avec ce soleil. Je me trompe peut-être parce que j'y ai pas beaucoup joué, mais ça m'a fait penser à Doom. Et ouais, ça fait penser carrément à le Doom. côté en effet, infernal et tout. Ouais. C'est vrai qu'il fait un peu Doom, Doom guy le gars. Et j'ai beaucoup aimé, donc je suis très curieux. Je le ferai évidemment. Et ça a été le jeu d'ouverture et le jeu de fermeture Wolverine, donc faisant des PS Studio l'entrée et la sortie, et Gran Turismo au milieu avec un simple, si je puis dire, DLC. Est-ce que tu as des mentions, Kira, avant qu'on clôture? Ah oui, j'ai une mention spéciale. Alors, je vais pas le faire, mais c'est un jeu que j'ai adoré à sa sortie. Je suis content de le revoir, même si le remaster a l'air un peu feignant. C'est Deus Ex. Remaster, ouais. c'est quand même un des monuments du jeu vidéo, du cyberpunk et de l'immersive sim. C'est prévu pour le 5 février 2026. Alors, ils annoncent un gameplay retravaillé en 4K avec ray tracing et tout ce qui va avec. Bon, clairement, quand on le regarde, il est dans ce jus quand même. Voilà, c'est un The Thing-like, quoi. Hein. C'est un peu moche, hein, faut dire ce qui est. Ouais. Par contre, là où ça peut être intéressant, c'est que le jeu a énormément vieilli dans son gameplay et ils annoncent une modernisation des contrôles qui se rapprocherait, tu sais, de Human Revolution, qu'on a adoré tous les deux. Oui, tous les deux. Ouais. Pourquoi pas? Bon, encore une fois, je vais pas le faire parce que c'est un jeu peut-être vraiment trop long et je préfère me concentrer l'année prochaine sur d'autres jeux. Mais voilà, ça a le mérite d'être souligné parce que pour la préservation du jeu vidéo, c'est quand même intéressant de jouer à ce genre de jeu dans de bonnes conditions, en fait. Ils ont fait aussi le remaster de Dynasty Warriors 3. Pareil, on revient de loin. Oui, j'ai vu, ouais. Il a l'air un peu plus chiadé. Ouais, il a l'air un peu plus chiadé. Mais c'est vrai que le Deus Ex fait quand même encore beaucoup dans son jus. Donc 5 février 2026, je sais plus si tu l'as dit. C'est 5 février. Moi, ma mention, si j'arrive à parler, je me mouche à chaque fois que tu parles. Donc c'est dire. Bois un coup. Ouais, il faudrait que je bois un coup. Ma mention, j'en ai deux, mais je l'ai fait en mode très rapide. C'est Alan Wake 2 qui débarque dans le PS Plus, et ça, je trouve ça cool. vraiment un bel ajout pour le coup. Ouais. Avec God Simulator 3 et Cocoon. Ouais, donc vraiment un très beau mois. Donc petite mention là-dessus. Et ils ont bien fait de communiquer dedans, c'est bien en termes de communication. Ouais. Et je suis content aussi toujours de voir du hardware. Je sais que 90% des gens s'en fichent, mais moi j'aime ça. Donc 2 enceintes PlayStation sans fil et la manette God of War qui j'aime bien parce qu'elle est sobre. Et en fait, je vais en parler, t'inquiète. C'est peut-être ta déception, mais moi c'est ma déception. Je préfère ça de plus en plus. Et limite, tu vois, je la préfère, tu vois, à celle de Ghost of Tsushima qui est plus travaillée, Ghost of Yotei, pardon. Mais j'aime bien ce côté sobriété. Donc je te laisse dérouler. Bah moi du coup c'est tout l'inverse, c'est ma mention déshonorable en fait, car tu le sais, je suis fan de God of War, j'aime beaucoup la saga God of War, et je vais commencer Ragnarok dans pas longtemps. Moi pour le coup je la trouve vraiment trop minimaliste quand je la compare à Spider-Man 2, ou même à la Final Fantasy XVI qui était que en noir et blanc mais qui avait un design somptueux. Là on a vraiment une bande rouge sur le côté, et il n'y a pas la teinte grisâtre de Kratos, elle est vraiment blanche, c'est comme si c'était un stickers. Et je t'avoue, moi ça m'a un peu déçu, parce que je pense qu'il y avait vraiment matière de faire un truc de fou. Surtout quand on compare aux manettes non officielles qui ont fait des trucs de malade. Je t'avoue, ça a été ma déception, parce que moi les éditions spéciales sur les manettes, je suis toujours plus ou moins intéressé, même si j'aime pas Death Stranding 2, j'ai quand même trouvé la manette jolie. Je sais qu'il y a beaucoup qui ne l'aiment pas, mais j'aime bien vraiment ce côté très avec un style très différent des autres. Et là pour le coup je me suis dit c'est une DualSense blanche avec un trait rouge, quoi. Ouais, je comprends. Après j'aime bien que dans le trait rouge, tu vois, les boutons soient rouges. Enfin il y a des petits détails, mais c'est vrai que ça reste assez minimaliste, je te l'accorde. Moi je préfère ça, mais c'est vraiment là aussi une question de goût, vous l'aurez compris. Exactement. Sinon il y a eu pas mal de belles choses. Il y a Nioh 3 que j'ai pas mis dans mon top, mais il aurait mérité. Il y a Microsoft Flight Simulator, donc une des plus belles licences pour moi de Microsoft. Heureusement que Microsoft régale cette année sur PlayStation 5. Qui sort ce jeu, et à chaque fois on a les versions les plus supérieures sur PS5. C'était le cas de Indiana Jones. Là on aura une version PSVR 2. Donc c'est vrai que ils sont un très bon éditeur tiers, Microsoft. Merci à eux. Tu me fais une belle transition. J'ai vu la conférence Microsoft aujourd'hui, ça vaut pas le coup d'en parler parce que franchement c'était pas ouf. Il y a eu une annonce sur le nouveau Forza Horizon, mais on n'a rien vu à part ça se passe à Tokyo, c'est tout ce qu'on sait, quoi. Enfin au Japon, ouais. Sinon à part ça, clairement ça valait pas le coup. J'ai trouvé ça, même ça a commencé par une prise de parole de Phil Spencer corporate pendant 6 minutes. Avec tout ce qui se passe en ce moment, les hausses de prix de consoles, les licenciements et tout, c'était un petit peu too much. Mais voilà, donc non, c'était pas. Moi, je pense pas la débriefer la semaine prochaine. On verra s'il y a mieux, mais voilà, en l'état, c'était pas foufou, contrairement à la Sony qui était plus intéressante. Ouais, carrément. En tout cas, on peut clôturer là-dessus.
On a apprécié tous les deux avec évidemment des divers degrés en fonction des jeux que l'on attend ou pas. Mais on a bien été servi. Donc si tout le Tokyo Game Show est comme ça, bah écoute, j'ai envie de te dire que ce sera plutôt pas mal. T'as vu ce mois de mars de l'angoisse? Resident Evil, normalement GTA. Il y a quoi d'autre en plus qui arrive en mars? Mais 4-5 gros titres que j'attends sortent le même mois, le mois de GTA. Enfin, les gens, ils sont fous. Donc j'espère que... Bon, ce que je veux dire va faire crier beaucoup de gens, mais j'espère que GTA va être décalé, parce que sinon ces jeux vont pas pouvoir vivre. Je suis pas sûr qu'il soit décalé en plus. Ah, on va voir. Tom Anderson a l'air de dire le contraire, donc généralement, il se trompe pas. Donc, enchaînons sur Gran Turismo 7. On reste chez Sony, on reste toujours avec Gran Turismo, donc sorti. On va parler de voitures. On va parler voitures, beaucoup de voitures en plus forcément dans un jeu de voiture. Voilà, on peut pas faire sans. Donc sorti en 2022. Il y a Polyphony Digital forcément derrière le jeu comme depuis toujours. Pour les 30 ans, du coup, je l'ai dit tout à l'heure, 30 ans de la licence, le jeu avait été vraiment bien accueilli, plus de 5 millions d'exemplaires vendus dès le début. Donc il a eu tout un tas d'éloges, meilleure jeu depuis l'ère PS2, si on en croit IGN. Et on va voir du coup si Gran Turismo d'ailleurs dans son ensemble est un simple jeu de voiture ou pas. Est-ce que c'est un simple jeu de course? Et pour y répondre, on va s'attacher à l'ambiance, à l'atmosphère, à l'ADN Gran Turismo. Mais avant, un petit peu de musique, une musique emblématique. Alors je sais pas si tu la connais, Kira, mais c'est une musique qui a passé les générations. Ça fait longtemps qu'on l'entend sur Gran Turismo, qui est Moon Over the Castle. Donc tu verras, très connu, très sympa. Musique. Et donc, savais-tu, Kira, que Gran Turismo, il y a un monsieur derrière tous les Gran Turismo. Et ça, déjà, je trouve que pour une saga, tu vois que le créatif suit vraiment tous les jeux, bah, ça rajoute quand même un petit quelque chose, une sorte de cohérence. Tu vois les jeux évoluer. Et ça, ce monsieur, c'est Kazunori Yamauchi. Donc, je le disais, Yamauchi, je le disais tout à l'heure, il est intervenu dans le State of Play. Et il avait fait une interview avec Julien Chiez, d'ailleurs, que j'ai regardé pour préparer la chronique. Je te conseille une vidéo de Concurax sur Gran Turismo qui est très intéressante. Moi qui suis pas fan, j'ai appris plein de trucs. Et bah écoute, je la regardais avec plaisir parce que j'aime bien ce qu'il fait en plus. Et il disait, ce cher Kazunori Yamauchi, que le jeu était en développement depuis fin 2017. Et fin 2017, Kira, il y avait Gran Turismo Sport. C'est un jeu un petit peu différent qui était là uniquement pour le e-sport. Tu sais, faire des compétitions entre les gens et réussir à déterminer qui est le meilleur joueur de Gran Turismo. Un peu comme on le voit, tu vois, dans le film Gran Turismo. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, si je peux faire tout de suite un reproche à Gran Turismo 7, malgré que je l'adore, c'est que la dimension online et multijoueur du jeu était vraiment pas terrible à sa sortie. Elle s'est bonifiée avec le temps, mais sache que c'était vraiment un des points faibles. C'était plus vraiment un jeu solo qu'un jeu multi ou à plusieurs. D'accord. Moi, j'ai juste un reproche à faire tant qu'on y est au début. Après, je pense que c'est une volonté ou quoi, mais moi, c'est le fait que la déformation des véhicules soit si chiche que ça, en fait. J'ai un peu l'impression d'avoir des voitures tamponneuses, tu sais, qui se choquent. Et contrairement à un Forza, où c'est pas le but du jeu, mais contrairement à un Forza où les voitures pouvaient vraiment s'endommager, donc c'était pas non plus Destruction Derby, mais où t'avais quand même cette sensation de tôle froissée, ce qui te le faisait regretter, ce que tu devais payer derrière les réparations et tout. Moi, c'est ce qui m'a toujours gêné sur Gran Turismo, le côté où, si tu veux, les voitures, limite, devraient être dans un musée. Tu sais, on doit pas les abîmer. C'est tout à fait à propos ce que tu dis. Tu verras, c'est ce que je développe un petit peu après. Bien qu'en effet, il y a de la déformation de carrosserie, mais c'est pas beaucoup. Il peut y avoir dans les paramètres, sur le paramètre, du coup, en fonction des courses, bah, si on se tape un mur à 200, bah, la voiture, elle est morte. Il peut y avoir des casses moteurs, il peut y avoir des suspensions abîmées. Mais sur la carrosserie en elle-même, c'est assez léger, c'est voulu, pour le respect du véhicule et du modèle, parce qu'en effet, on n'est pas dans Destruction Derby, et le principe, c'est plutôt de faire la course parfaite que de se rentrer dedans. S'éclater, ouais. Et il disait que quand on rentre dans une voiture à 200, de la tôle froissée, c'est pas vraiment réaliste. En fait, la voiture, elle est morte. Donc, tu vois, l'équilibre entre réalisme et destruction, c'est vrai que dans ces jeux-là, est pas évident. Donc, c'est un parti pris qui se défend, mais qui revient régulièrement. Tu as raison dans les critiques du jeu, donc on peut l'évoquer.
Et l'aspect musée que tu évoques, c'est très bien. Je réutiliserai ta phrase, Kira, un petit peu plus tard. D'accord. Et d'ailleurs, puisqu'on est dans les détails, restons-en un petit peu. Polyphonie digitale, les gars, ils font de la maniaquerie, je sais pas si ça se dit, mais maniaquerie artistique. Ils font de l'excès de zèle. Il dévoile, Yamoshi, que pour modéliser une voiture, il faut 270 jours de travail. Évidemment, ils sont très nombreux là-bas. Donc mais ça se trouve, là-bas, chez Polyphonie Digital, il y a un gars, une fois dans l'année, son année se résume à travailler sur une voiture, ce que je trouve assez ouf. Mais ils ont, si tu veux, ils modélisent les voitures de A à Z, jusqu'au petit commodo à côté du volant, et ils utilisent des scans 3D millimétriques pour faire ça. De la carrosserie, de l'habitacle, ils enregistrent le son du moteur, dans diverses conditions météorologiques, quand il pleut, à bas régime, à haut régime, enfin voilà. C'est de la maniaquerie, mais c'est ce qu'on aime. Je pense qu'on aime un Gran Turismo pour le fan de bagnole, c'est du porno pour voiture. Hein. Mais exactement. Et c'est là qu'on commence à dessiner un petit peu ce qu'est l'ADN de Gran Turismo. Et en effet, c'est hyper important. Et il le disait, nous voulons que chaque voiture ait son âme. Donc c'est vraiment capter l'essence, petit jeu de mots, l'essence de la voiture pour la retransmettre dans le jeu. Et ça reste quand même un travail d'orfèvre qui est assez fou. Donc on a plus de 400 voitures à la sortie, il y en a plus maintenant. Il y a beaucoup de marques japonaises, évidemment. Hein. C'est aussi la marque de fabrique de Gran Turismo de mettre en avant les grandes marques japonaises. Mais il y a aussi Porsche, Ferrari. Porsche qui est arrivé assez tardivement d'ailleurs dans la licence Gran Turismo. Ouais, est-ce qu'il y avait la Porsche Challenge à l'époque? Ouais, Porsche Challenge. Moi, c'est un de mes premiers jeux sur PlayStation, Porsche Challenge, que j'avais beaucoup, beaucoup aimé. Et la technique sublime le jeu forcément parce qu'on est sur PS5, PS5 Pro. Moi, j'ai acheté la PS5 Pro en partie pour Gran Turismo. Donc, on a du 4K, du ray tracing, on peut aller à 120 FPS. Bon, tu l'as dit tout à l'heure, Kira, c'est vraiment l'avalanche de voitures pour le fan. Mais c'est un petit peu ça la philosophie, c'est célébrer la voiture et pas seulement que la course. Il le dit d'ailleurs lui-même, hein, j'ai paraphrasé Yamauchi. Et ça, je trouve que ça se ressent. On ne pourra jamais enlever ça à Gran Turismo. L'univers du jeu, bon, la bagnole, hein, je pense qu'on ne peut pas faire beaucoup. On ne peut pas se tromper là. Il n'y a pas beaucoup de scénarios, bien qu'ils ont instauré quelque chose qui est assez sympa, Kira, c'est le GT Café, où en fait, c'est un bistrot un peu à la française. Il y a ce côté de façon un peu lounge qu'il y a autour du jeu. Donc, tu arrives sur une one map, mais qui produit pas. Hein, tu vois une carte du monde et tu sélectionnes tes menus. C'est plus un menu interactif. Et tu as le GT Café, donc. Et on te donne un menu. Et le menu correspond à une voiture. Donc, tu as le menu de la Mustang. Et là, tu as un gars qui va te parler de l'histoire de la Mustang. Il va te faire des courses de voitures américaines, plutôt. Et tu vas pouvoir gagner 3 Mustangs. Et après, tu passes à la Nissan GTR. C'est un peu comme... C'est un peu comme un mode musée, oui, comme on a dans Assassin's Creed et tout, mais dédié à la voiture, qui te permet d'en découvrir plus et d'avancer au fur et à mesure et d'en débloquer des nouvelles, quoi. Ouais, c'est tout à fait ça. Et puis, tu vois, il y a ce côté un peu pédagogique. Il t'explique les débuts de Porsche, il t'explique le début des moteurs, des V8, des V12, etc. Donc, c'est un côté un peu didactique, ludique, parce que tu peux aller chercher, tu peux gagner des voitures, tu fais des courses derrière. Et après, il t'accompagne avec... tu vois, tu as des PNJ du coup qui te parlent. Tu as Lucas qui te raconte la vie de différents modèles, etc. Même de designers. Il te parle de Ed Wilburn, par exemple, qui est ex-General Motors, ou Shiro Nakamura, qui était ex-Nissan. Et en fait, il s'intéresse aussi aux hommes autour de la voiture, et ça, c'est pas mal. Et du coup, je trouve, Kira, que cette approche narrative transforme Gran Turismo 7 en musée interactif. Donc, c'est là où je reprenais tes termes, parce qu'on est vraiment là-dedans. Et en plus, ils te mettent vraiment dans une ambiance un peu cocooning. Ouais. Tu as des musiques très jazzy, très lounge, comme je disais. Donc, tu as Masahiro Ando, qui est un des compositeurs principaux, qui est guitariste, compositeur japonais extrêmement connu. Il est dans le groupe T-Square, un groupe de jazz. Et en fait, t'as tout le temps cette musique qui est très omniprésente dans les menus, qui
qui te font passer un petit moment sympa, comme si tu étais dans un café, tu vois, un café un peu huppé où tu as ta petite musique d'ambiance, etc. Et la musique, justement, dans les jeux Gran Turismo, revêt une importance toute particulière parce qu'elle joue beaucoup dans l'univers du jeu. Par exemple, quand tu fais une course, en haut à droite de ton écran, tu as la musique qui s'affiche avec le chanteur ou le groupe, etc. La musique est vraiment très, très mise en avant. Ouais. Avec justement la musique la plus iconique, celle que j'ai mis du coup dans la taverne, donc Moon Over the Castle. Mais il y a tout un tas d'autres musiques avec des gens très connus, des groupes qui viennent d'ailleurs. Il y a un album d'ailleurs, Find Your Line, qui est dispo sur toutes les plateformes où on retrouve ces musiques de différents interprètes. Et ça rappelle les débuts de Gran Turismo où on avait des groupes très connus. Donc je pense au groupe Feeder qui a beaucoup participé aux musiques de Gran Turismo. Et c'est aussi un des éléments qui forge l'ADN de Gran Turismo. Tu vois, on s'écarte toujours un peu de la voiture, mais plus pour l'enrober, plus pour la mettre en valeur. Oui, vraiment créer une ambiance qui serait en adéquation avec la passion de la voiture, quoi. Ouais, et pour te mettre, exactement, t'as raison, et pour te mettre dans ce mood-là, tu vois, d'apprécier, tu vois, de te mettre bien, de te mettre dans le confort, tu vois. Et quand t'es dans les menus, quand t'es dans le GT Café, t'es là-dedans, t'es dans cette espèce de confort. Et après, quand tu te lances des courses, bah, t'es plus dans l'adrénaline et t'as des musiques un peu plus péchues, etc. Donc voilà, le café GT, c'est vraiment l'élément central, je trouve, de ce nouveau jeu où on va collectionner, on va enrichir, si tu veux, notre encyclopédie de la voiture. Donc voilà, on va parler de la M3 et on va voir la BMW M3 et on peut acquérir 3 modèles et on suit l'évolution à travers des années de ce modèle. Enfin, tu vois, on t'accompagne vraiment de façon didactique et ça, je trouve que ça te fait un voyage un petit peu culturel. Parce qu'on te parle de l'Italie avec Ferrari, tu arrives en Allemagne avec BM, tu finis au Japon avec la Toyota Supra, et si tu veux, ça te fait une sorte de petit voyage. Un tour du monde de la voiture, quoi. Ouais. Donc tout ce que tu vas aimer, Kira, c'est vraiment un jeu pour toi. Oui, bah, c'est clair, je vois ça. Bah, tu sais, moi, je suis pas un fin pilote et même les voitures, moi, je m'en fous. Pour moi, c'est plus un outil qu'une passion, mais après, je comprends que des gens soient passionnés et adorent ça. Et c'est vrai que là-dessus, enfin, même le détail des modélisations intérieures des voitures, on a même le détail du cuir sur le volant, des choses comme ça. Enfin, vraiment, c'est ouf. Si toutes les passions pouvaient être prises avec autant de soin dans le jeu vidéo, ça serait incroyable. Exactement. Et jusque-là, j'avais pas parlé de conduite. Donc encore une fois, c'est voulu évidemment, mais la conduite, c'est la conduite. Hein. C'est la simulation, ce qui s'en rapproche le plus. Il y a des jeux encore plus simu que Gran Turismo qui conservent quand même un côté un peu arcade. Hein. Mais en tout cas, il y a évidemment un grand soin à apporter à la partie technique. Donc en fonction des revêtements, en fonction de la météo, la conduite va pas être la même, le bruit des voitures va pas être le même. Donc il y a une vraie fidélité un peu sensorielle à la voiture. La DualSense, c'est très bien exploité. Ça, on aime bien, Kira, avec les gâchettes adaptatives. C'est vrai, c'est trop rare, malheureusement. Ouais, et puis là, ça simule, tu vois, la résistance des freins, par exemple, ou le blocage des roues, ou les pavés, tu vois, le Nürburgring, le circuit très connu, qui est dur à dire quand on a le débouché. Bah, y a des petits pavés, et tu ressens dans la manette les petits pavés, tu vois, ce genre de petits détails. Mais ça, si tu veux, en termes d'immersion, c'est hyper important. Et on sait que l'immersion, de toute façon, est très importante, puisqu'il y a le PSVR 2, qui rend l'expérience assez folle si on le supporte. Mais ils aiment le rappeler aussi pour la physique de la conduite. Ils se sont appuyés de Lewis Hamilton. Donc, c'est pas Joe Claude. Voilà. Est-ce que c'est un élément marketing? Je ne saurais pas vous dire à quel point il a travaillé sur le sujet, mais il aurait travaillé sur le sujet. Et donc, le but en course, c'est de faire les trajectoires parfaites, c'est de faire la course parfaite. On a même les permis. Tu te rappelles, c'est le côté un peu emblématique des Gran Turismo, les différents permis où on va t'apprendre à freiner, on va t'apprendre à faire un virage en épingle, etc. Donc, c'est vraiment la recherche de la course parfaite. Donc, ça rejoint l'élément que tu as évoqué avec le fait qu'on n'est pas dans Destruction Derby. Oui, c'est évident. Les voitures, on peut les personnaliser à l'extrême. Les courses aussi. Tu peux faire des courses qui sont plus ou moins punitives. Si tu mords la ligne, tu peux être directement éliminé ou pas. C'est bien, ça va loin comme ça. Ouais, ça va loin. Tout le monde peut se forger un peu sa propre expérience. Et ça, moi, j'aime bien.
même si du coup on peut dire que c'est plutôt arcade, ça tu vois, de personnaliser à l'extrême. Mais je préfère ça, ce mode un peu hybride où chacun fera Tout le monde y trouve son compte, tout à fait. Ouais, c'est plutôt ce qu'on aime valoriser. Et il y a les courses à contrainte. Donc, tu as des circuits que tu peux faire qu'avec certains types de voitures. Donc, voitures japonaises, voitures à traction, à propulsion, voitures qui ne doivent pas dépasser le temps de puissance, etc. Moi, c'est ce que j'aime le moins dans Gran Turismo. Mais en tout cas, ça existe et ça fait partie fondamentale de l'expérience. Pour presque terminer, il reste 2 petites choses à mettre en avant. Il y a un mode photo qui s'appelle Escape, qui est indécent, Kira. Tu as 2500 lieux différents répartis dans 43 pays. C'est indécent, en effet. Voilà, tu peux tout personnaliser. Que dire C'est mettre encore une fois en forme une sorte de langage artistique avec la voiture, avec l'histoire de l'automobile et tout. Donc tu peux te faire ta petite Jaguar type E dans les routes de Toscane, en mode un peu Dolce Vita années 60. Tu peux te faire un truc un peu plus vénère, tu vois, avec une Nissan Skyline et dans les rues de Tokyo à néon, etc., qui rappelle la culture JDM, qui veut dire d'ailleurs Japanese Domestic Market. Et je sais pas si tu te souviens de ça, Kira, mais au Japon, il y avait trop de mecs qui faisaient n'importe quoi au Japon et le gouvernement avait, dans les années 80-90, resserré un peu la vis et les voitures ne pouvaient plus excéder les 180 km/h. Et c'est là que l'art du drift, tu sais, comme un peu dans Initial D, est arrivé. Comme dans Fast and Furious Tokyo Drift. Exactement. Moi, ma référence, c'est Initial D, mais en tout cas, tu as compris l'idée et tu peux te faire une petite photo avec la Toyota Trueno, donc celle d'Initial D. Bon, voilà, pareil, c'est truc de puriste, de fan de bagnole par excellence. Et dernier point, là où tu achètes tes voitures, on appelle ça le brand central. Et en fait, chaque marque peut aussi, a déposé sa petite vidéo promotionnelle promotionnelle plutôt historique sur sa marque. Donc, tu as Ferrari qui te fait découvrir l'évolution, comme je disais, du V12, l'héritage de la F1 et tout. Donc, tu n'achètes pas qu'une voiture dans ce truc, tu as aussi, si tu le souhaites, une petite base documentaire sur ce qu'est la marque et tout. Et ça, pareil, je trouve que c'est assez cool, tu vois, pour un fan de bagnole, quoi. Oui, carrément. D'accord. Rappelons qu'il y aura une chose que je trouve assez exemplaire, et c'est pas le cas dans le monde du jeu vidéo actuel, donc ça, il faut le mettre au crédit des gars qui bossent dessus. Il y a quasiment tous les mois des mises à jour gratuites avec des nouvelles voitures, des nouveaux modes de jeu, des nouvelles documentations. Franchement, tu vois, une sorte de truc un peu comme un magazine un peu automobile interactif que tu aurais tous les mois. T'as ton rendez-vous dans Gran Turismo, et moi, à chaque mise à jour, j'y retourne pour picorer. Après, je repars jusqu'à la prochaine. Il y a des voitures à chaque fois ou Il y a des voitures à chaque fois. Tu vois, on a eu le Kangoo, par exemple. Renault Kangoo. Ah oui. Est-ce que tu as le multiplat Fiat? Non, je crois pas. Mais tu vois, c'est drôle d'avoir quand même, je trouve, le Renault Kangoo. Donc, ça veut dire qu'ils sont vraiment embêtés à designer la voiture en 3D. Un Kangoo, quoi. T'as fait quoi, chérie? J'ai designé un Kangoo, ouais. Ouais, t'as fait quoi de ta journée? Mais ça, c'est drôle, tu vois, et ça participe encore une fois à l'ADN de... À la méta-histoire. Ouais, à la méta-histoire, et de façon gratuite, encore une fois, et ça, c'est beau geste. Donc, en conclusion, je vais vous dire quel genre de joueur de Gran Turismo je suis. Donc, j'aime prendre mon temps dans le garage pour choisir... voitures. Et pas tant que ça, en fait. C'est ça qui est drôle. Désolé, fan de voitures, si je me moque un peu. Je le pense pas. Je troll, c'est tout. Donc je disais, j'aime prendre le temps dans le garage de contempler toutes mes voitures virtuelles, évidemment, parce que j'en ai pas autant dans la vraie vie. C'est le but, en fait, justement, c'est d'observer comme une collection, en fait, de quelque chose qu'on n'aura jamais, on va dire. Et c'est aussi ça l'intérêt de ce jeu-là, c'est, comme je dis, c'est un musée virtuel, tu observes ce que tu as, tu peux la regarder en détail et tout, et c'est ce qui fait la force du Et truc. quand je jette mon dévolu sur une voiture, là je suis content, peu importe le style, ça peut être la voiture la moins puissante de mon garage, j'ai envie de la conduire. Et je prends le volant, je me vide la tête, je roule, tu vois. Je regarde chaque détail de la voiture, je me mets en vue intérieure pour regarder le cockpit, l'habitacle. J'allume les phares, je teste dans différentes conditions météo et tout. Et j'aime Gran Turismo avant tout pour la voiture et après pour les courses. Et ça, je pense que ça a développé déjà mon amour pour les voitures japonaises, parce que je suis un grand fan de voitures japonaises. Et je pense que c'est ça qui caractérise bien Gran Turismo. C'est l'ambiance, la passion, le fait que le jeu te met dans ce petit cocon, tu vois, pour apprécier la voiture.
Et, et bah, c'est là que je te paraphrase, où tu as fait finalement ma conclusion au tout début, c'est qu'on est dans un musée interactif de de l'automobile qui transpire vraiment la passion. On voit qu'on a des gens passionnés aux commandes, et ça te change vraiment une expérience. Et Gran Turismo te stimule toujours autour de la passion de la voiture, comme si tout le reste était un faire-valoir pour la voiture. Et ça, c'est ce que j'aime énormément. Et c'est un jeu de passionnés pour les passionnés. Et pour moi, il excelle dans ce domaine. C'est beau ce que tu dis. C'est beau, c'est la passion, c'est l'automobile. Après, évidemment, tout le monde n'aime pas ça, mais en tout cas, c'est moi, le jeu vidéo et la voiture, c'est deux passions qui me tiennent évidemment à cœur. Et toi, Kira, tu vas nous parler d'une série sans transition, une série que tu as beaucoup aimée, qui va me permettre, pour moi, de respirer un petit peu, parce que je suis en apnée depuis tout à l'heure, et de me moucher. Ouais, c'est ça, c'est là, à mon avis, tu dois avoir la bouche sèche. Ouais, donc vas-y, sauve-moi la vie, Kira, on t'écoute avec ta série qui a un nom un peu long, j'ai pas retenu. Oui, qui s'appelle What We Do in the Shadow. Donc je lance le générique que vous allez entendre tout à l'heure. Oui. Et j'attaque juste derrière. Go. Don't sing if you want to live long. They have no use for your song. La série télé What We Do in the Shadow vient du film du même nom, donc sorti en 2014, qui est connu chez nous sous le titre Vampire en toute intimité. Il est réalisé par Jemaine Clement et Taika Waititi, donc ce film néo-zélandais devenu culte très rapidement raconte les mésaventures de 4 vampires qui vivent dans une colocation à Wellington. Ou Limoges en VF, c'est important. Excellent. Il est tourné dans un style de faux documentaire ou mockumentaire, hein, comme on l'appelle dans le milieu, qui lui apporte un style très reconnaissable, fortement inspiré de la série The Office, une autre série que j'adore. Ce format permet de parodier les codes des documentaires tout en ajoutant une bonne dose de comédie absurde, donc les personnages ils parlent directement à la caméra, ils cassent le 4e mur du coup sans arrêt, ça crée quand même une vraie complicité avec le spectateur. Et c'est parfait à mon sens pour souligner l'absurdité des situations et des personnages en fait, tout en offrant un regard unique sur leur quotidien de vampire. Ok. Ce style permet aussi d'intégrer une satire sociale en montrant le décalage entre les vampires et le monde moderne. Par exemple, leurs tentatives de comprendre la technologie actuelle sont souvent hilarantes et vouées à l'échec. C'est pareil aussi le fait qu'il y ait une équipe de tournage qui soit même par moments en danger, voire qui décède pendant le tournage, ajoute toujours une touche truculente, très intéressante. Truculent. Et oui, truculente. Ouais, j'avais envie de le sortir, j'aime bien sortir des mots différents de temps en temps. Et la version française de ce film a été saluée aussi pour son doublage, avec des voix qui capturent bien l'humour et l'esprit de l'original, tout en ajoutant une touche locale qui parle au public francophone. Donc dans cette série, on a Alexandre Astier, enfin de moins dans ce film, Alexandre Astier, on va avoir Fred Testo, et on va dire que t'as l'impression que c'est 2 films différents. Tu le regardes en VF et en VO, du coup les situations sont différentes, les textes sont différents, et du coup c'est comme si tu regardais 2 films, et ça c'est très très cool. Et pour les doubleurs, ça devait pas être facile, parce que si je me rappelle bien, t'as beaucoup de dialogues qui sont en impro total. Donc pour retranscrire en doublage cette spontanéité, ça doit vraiment pas être facile. C'est ça, et en plus ils ont en fait le directeur du doublage, c'est une personne qui a fait une série sur Canal+, qui s'appelait Message à caractère informatif. Je connais pas du tout. Ça finissait toujours par, en gros, ça expliquait quelque chose dans le code du travail qu'il fallait respecter. Ça finissait toujours mal, et ça finissait toujours à la fin par c'était vraiment très très intéressant, hein, tu vois, comme ça. Et du coup, je trouve qu'ils ont vraiment choisi les bonnes personnes pour pouvoir faire ce doublage-là. Donc, fort de ce succès, l'idée de faire une série est née, et elle a vu le jour sur FX le 27 mars 2019. C'est Jemaine Clement, donc le co-réalisateur du film, qui a piloté le projet en tant que showrunner, et Taika Waititi, donc l'autre réalisateur qui a fait Thor, les derniers films Thor, par exemple, et Jojo Rabbit. Ok. Même s'il était moins présent au quotidien, est resté impliqué comme producteur exécutif, réalisateur de plusieurs épisodes, et il a fait aussi quelques caméos. Et ça, c'est très cool parce qu'on retrouve vraiment l'ADN de la série, même si la version française, pour le coup, n'a pas épousé autant le faux documentaire que le film. Tu sais, dans le film, c'est un peu comme les documentaires Énergie 12, tu sais, à l'ancienne, là, où t'as la personne qui parle en anglais et t'as la voix française par-dessus, en décalage. Ouais. Dans la série télé, c'est du full premier degré, c'est-à-dire c'est les vampires qui parlent, ils ont été doublés de façon classique. Le casting est un sans faute, donc on va retrouver plusieurs personnes que je ne connaissais pas jusque-là, mais qui jouent tous admirablement bien.
Donc on a Kaivan Novak qui joue Nandor l'Inflexible, un ancien guerrier ottoman devenu vampire. On a Matt Berry qui incarne Laszlo, un ancien noble britannique excentrique et très libertin. On a Natasha Demetriou qui joue Nadia, la femme de Laszlo, donc passionnée et fan de BDSM. Elle est complètement sarcastique. On a également, alors lui s'appelle Harvey, alors j'ai essayé de pas écorcher son nom parce que c'est comment dire, portoricain, donc c'est Hervé Guilliem, je crois que ça se dit comme ça. Il joue Guillermo, donc le familier humain de Nandor, c'est-à-dire que c'est un esclave à qui il arrive les pires trucs au monde. Il rêve de devenir un vampire un jour, malgré ses jeux d'origine. Et mon personnage préféré de la série, il est joué par Mac Porch. Il joue Colin Robinson. Et Colin Robinson, c'est quoi ? C'est un vampire énergétique. Donc c'est un vampire qui a été inventé pour la série, qui se nourrit de l'énergie des autres en les ennuyant, en fait. C'est un concept génial, surtout quand on le voit... Enfin, toi, on l'a déjà croisé au boulot, un mec qui te siphonne ton énergie juste en te parlant tellement il est relou, tu sais. Le genre de relou, tu vois, qui te parle, qui te raconte sa life, toi, t'en as rien à carrer. Et c'est hilarant parce qu'à chaque fois qu'il siphonne l'énergie d'un mec, tu le vois regarder face cam la caméra, tu le vois kiffer en fait si tu veux, et du coup ça crée un profond malaise dans sa vie de tous les jours. Et puis, moi j'apprécie beaucoup ce concept de l'intégrer à une colloque de vampires en fait. Oui, puis ça intègre un peu le spectateur aussi dans ce délire. Si tu dis à un moment il regarde Facecam et tout. Exactement. Ça se fait beaucoup. Enfin, je sais que dans la série dans le film original, il y avait beaucoup de séquences Facecam. C'est toujours le il y en cas. a tout le temps. Pour tous les personnages, mais là c'est surtout, je te donnais un exemple, c'est genre le mec il est au taf, il est en train de raconter comment il a trié ses chaussettes le matin avant de venir et tout, ça fait chier tout le monde, et au moment où tout le monde est consterné, limite endormi, tu vois, lui, il tourne la tête légèrement, il regarde et tu vois qu'il a un petit rictus parce qu'il kiffe quoi, limite le mec il a un orgasme et c'est vraiment très très drôle. Mais ça ils le font tous, ils parlent à la caméra systématiquement, ils regardent la caméra, des fois ils font quelque chose en arrière-plan et tu vois le premier qui est consterné qui va regarder la caméra, et ça fait vraiment partie intégrante de la série. Il n'y avait pas Mark Hamill aussi dedans en guest star ? Il fait une apparition en guest star dans un des meilleurs épisodes de la série en fait, et c'est dans la saison 3 je crois, et où il traque un des vampires en fait qui décide de fuir, et le mec il se recrée une nouvelle vie au Texas où il devient barman en fait, et du coup ce gars-là devient l'idole de la ville alors qu'il est là que depuis une semaine, et Mark Hamill va essayer de le retrouver justement dans cette ville-là, et cet épisode est incroyable. Ça avait l'air très cool, ouais. Alors la série, comme je l'ai dit, elle est brillante, surtout dans sa manière de mélanger la comédie et la tragédie, avec un ton tragicomique toujours très subtil, c'est très réussi. Ça aborde aussi des thèmes sérieux, avec humour et légèreté, ce qui rend la série à la fois touchante et drôle. Les vampires, bien qu'immortels, vivent des moments de solitude et de mélancolie. Donc on va avoir Nandor, par exemple, qui malgré sa grande puissance se sent déconnecté du monde moderne et cherche un sens à sa vie. Guillermo, lui, partagé entre son rêve de devenir un vampire et sa loyauté envers Nandor, ce qui crée des tensions et des moments assez émouvants. Et le côté documentaire est poussé à son paroxysme. C'est vraiment la couche de comédie qui joue allègrement avec les attentes du spectateur. On va avoir des personnages qui commentent leurs propres actions, qui regardent la caméra avec des airs consternés, des abusés, voire des sourires forcés, et des gags arrière-plan, arrière-arrière-plan et arrière-arrière-plan, tu vois. Donc là, c'est des gags légion si tu veux, et à chaque fois que tu vas regarder, si c'est pas le genre de série que tu vas regarder en mettant ton téléphone à côté, parce qu'il y a toujours des choses à voir dans le décor en fait. Ouais. C'est ça. Et puis même, j'imagine que, j'allais dire une rejouabilité, mais bon, vous m'aurez compris, ça t'encourage à regarder plusieurs fois peut-être un épisode, non ? Si t'as raté un détail ou un truc. Moi j'ai vu 2 fois la série en l'espace depuis le début de l'année, depuis janvier, donc j'ai vu 2 fois la série en même pas un an, et donc oui, j'ai découvert d'autres trucs sur le second visionnage. Comme je disais, la série explore plusieurs thématiques, donc l'adaptation des vampires à la vie moderne, ça fonctionne toujours, même jusqu'au dernier épisode. Ces personnages, malgré leur ancienneté et leur puissance, sont souvent perdus face aux choses actuelles et surtout aux mœurs d'aujourd'hui, ce qui donne lieu à des scènes absurdes et toujours hilarantes, surtout sur tout ce qui est libertinage et tout. Enfin, c'est vraiment très très rigolo. La série s'achève sur une note à la fois nostalgique et fidèle à son ton décalé. Ça offre une conclusion satisfaisante. C'est une série en fait qui a un vrai début, un milieu et une fin, donc on est vraiment, on va dire, rassasié. Même si cette série, en fait, on va dire,
moi j'ai un peu ce manque, tu vois, une fois que je l'ai terminé, j'étais un peu en manque, tu vois. Ouais. Pourquoi ? Parce qu'elle est arrivée dans ma vie à un moment où j'avais pas vraiment la frite, où le rire était devenu assez compliqué, presque inaccessible, et pourtant, épisode après épisode, elle a su me redonner le sourire, me reconnecter à une forme de légèreté que j'avais perdue. Sa fin est assez triste à mes yeux, mais pas triste dans le sens c'est une fin dramatique, mais c'est comme si je perdais définitivement quelqu'un que j'aime. Clôture un chapitre. Voilà, ça m'a laissé une sensation douce amère, un bref passage, mais un passage qui m'a fait du bien et qui m'a réchauffé le cœur et qui malgré tout m'a donné le sourire. Donc, What We Do, je conclure maintenant, hein. What We Do in the Shadow est une série qui a réussi à combiner horreur et comédie de manière ludique, grâce à un casting talentueux, une écriture intelligente, des thématiques riches, et surtout, elle offre une expérience de visionnage à la fois hilarante et réfléchie. Que vous soyez fan de vampires ou simplement à la recherche d'une très bonne comédie, je vous la conseille. Hein. Pour moi, elle mérite sa place au panthéon des séries cultes aux côtés de chefs-d'œuvre comme The Office, Malcolm ou Brooklyn Nine-Nine, ou même Community. Hein. D'ailleurs, elle s'inspire beaucoup de Community sur pas mal de concepts. Et surtout, elle partage avec ces séries une capacité rare à mêler l'absurde et le profond, à faire rire tout en créant un attachement sincère au personnage, une série qui, par son humour décalé et son univers singulier, a su me marquer, et surtout a su marquer mon imaginaire autant que ces séries classiques en tout cas. Elle ne se contente pas que d'être drôle, elle est aussi devenue une sorte de refuge, tu vois, une complice, une source de réconfort dans les moments où on en a le plus besoin. Donc c'est vraiment une série à part, je suis tombé dessus, je regarde plus les vampires de la même manière maintenant, je pense que quand je vais faire Vampire la Mascarade 2, je vais me taper des barres parce que je vais forcément penser à What We Do in the Shadow, et mon but à moi c'était pas de vous expliquer toute la série mais de vous donner envie de la regarder, de lui laisser sa chance. Je l'ai conseillé à un ami qui l'a binge-watché, qui a surkiffé, j'ai un collègue de travail à qui je l'ai conseillé, il a fait 3 saisons en l'espace d'une semaine et demie. Donc c'est une série où on vraiment s'attache très très rapidement et je ne peux que vous la recommander très 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 fortement. Et bah ça fait très envie. J'aime bien ces séries un peu légères, qui ont un ton décalé, qui ressemble à aucune autre. Et là, je pense qu'on est complètement dans cet exercice. Donc, mais c'est exactement ça. Donc quand j'ai commencé à la regarder, j'étais en vacances et cette série m'accompagnait partout. C'est-à-dire, j'étais dans ma chambre, je regardais What We Do in the Shadow, j'allais dans la salle, je regardais What We Do in the Shadow, j'allais faire la cuisine, j'avais ma tablette avec What We Do in the Shadow en fond, tu vois. Donc j'avais vraiment cette série partout avec moi. Et c'est vrai que ça fait en fait des séries humoristiques, il y en a. Mais des séries drôles, vraiment drôles en fait, il y en a pas tant que ça. Et là, ça fait plaisir. Eh ben écoute, merci beaucoup pour cette recommandation. Mon cher Kira, as-tu des big up pendant que tu concluais? J'en ai retrouvé 2. Est-ce que tu en as de ton côté? Alors, j'en avais de mon côté, mais je t'avoue, je ne sais pas où je les ai notés. Donc, du coup, on va dire que ça sera la semaine prochaine. J'ai Lily, du coup, qui nous a fait un petit message, un petit commentaire sur le site web, très gentil. Elle aime bien. Oui, tu l'as envoyé, tout à fait. Elle aime bien exactement le côté posé, le recul. Elle a hâte d'avoir la chronique sur Fantasy Life, donc ça va arriver. C'est juste que c'est un jeu un peu long à faire. Et aussi Marty44 qui nous a laissé un commentaire Spotify très gentil, qui salue ta chronique de la semaine dernière. Et on a aussi Torom qui trouve le podcast parfait pour une petite balade après le repas. Donc il a bien raison. Il faut se dégourdir petite balade les de jambes. digestion, donc c'est important. Et sur ce, mon cher Kira, je te laisse le mot de la fin pour nous faire un petit peu de teasing sur la semaine prochaine et conclure. Tout à fait. Donc le mot de la fin, comme d'habitude, on va se paraphraser. Allez voir des films, lisez des livres, jouez à des jeux vidéo, regardez des séries télé, écoutez de la musique, conduisez des voitures si ça vous fait plaisir. Ça peut toujours être sympa. Semaine prochaine, je ne sais plus ce que j'ai prévu. Ah si, c'est le DLC d'Indiana Jones, normalement. Que j'ai terminé, donc est-ce que je vais le faire, est-ce que je vais pas le faire, je ne sais pas, parce que c'est assez court et je t'avoue j'étais un poil déçu, donc est-ce que ça vaut le coup que j'en parle, je verrai, sinon j'improviserai de toute manière. Et toi, c'est quoi toi la semaine prochaine, Pokémon? Ce sera la chronique Pokémon 2 dont tu m'as privé il y a une semaine. Exactement, tout à fait. Ouais, mais c'était pour la bonne cause, c'était pour Metal Gear Delta. En attendant, moi je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine, je vous dis ciao et profitez bien. Ciao, profitez bien, ciao.